I. Elle est aussi directrice du Centre de leadership de l'Est, dirigé par la FCEO et situé à Hawkesbury. Elle est diplômée en technique d'éducation à l'enfance au niveau collégial au Québec. Elle est en poste depuis plus de 4 ans à Hawkesbury et elle s'occupe maintenant de l'aspect pédagogique de son centre et met au cœur de la pratique de ses employés la réflexion continue. Donc, je vais passer la parole à Jenny. Et bienvenue, Jenny. Super. Ah, tout le monde m'entend. Et on te voit, c'est bon. OK. Bon, super. Donc, rebonjour tout le monde. Ça fait bizarre par au téléphone, mais comme ça, devant ma caméra, là, mais il me fait plaisir d'être avec vous ce soir, là, présentement qu'on a réglé les problèmes. Donc, ce soir, le sujet, donc, les relations duelles. Avant de commencer, je pense que ça serait bien qu'on établisse c'est quoi une relation duelle, parce que souvent, on entend le terme là, dans le milieu de la petite enfance, mais pour certains, ça demeure un concept qui est encore un peu abstrait, que c'est vague. Donc, j'aimerais ça débuter en vous demandant si ça vous est déjà arrivé d'être appelé à aller prendre un café avec un parent, ou d'aller souper avec une de vos collègues, ou est-ce que votre enfant même fréquente le service de garde où vous travaillez? Si vous me répondez oui à une de ces questions-là, bien dans le fond, vous vivez une relation duelle. Ces relations-là peuvent mener à des situations un peu plus délicates, puis c'est dans la mesure où votre rôle professionnel va être mis à l'épreuve, qui peut nuire à la prestation des services qu'on offre aux enfants. Donc, il y a plusieurs termes qui peuvent définir une relation qui vous donne notre rôle professionnel. Puis un premier terme qu'on emploie souvent, c'est les limites professionnelles. Ça, c'est dans le fond la ligne qu'il ne faut pas franchir pour que le rôle de professionnel soit mis à l'épreuve, notre rôle d'éducatrice. C'est lorsqu'on prend conscience qu'on a un rôle d'éducatrice à jouer, puis que c'est peut-être plus le rôle qu'on est en train de jouer, là, on franchit la limite professionnelle. Donc, si je vous dis, un parent vous invite à parler, à prendre un café, il aimerait ça discuter de son enfant, puis il dit qu'il aimerait ça le faire dans un autre endroit que le service de garde, aller prendre un café. Selon vous, est-ce que cet exemple-là reflète un exemple de limite professionnelle? C'est sûr que vous, si vous avez le bien-être des enfants à cœur, vous vous dites, oui, j'aimerais ça avoir une relation continue avec le parent, puis, OK, je vais ralentir, je m'excuse. C'est tout le stress de la technologie qui me fait stresser un petit peu. Donc, c'est ça. Si le parent vous demande d'aller à l'extérieur, vous décidez d'y aller, est-ce que si cela reflète un exemple de limite professionnelle? Vous voulez avoir des conversations continues, mais demandez-vous, est-ce que ce serait un bon choix d'aller à l'extérieur du service de garde pour avoir ce genre de relation-là? Si vous franchissez cette limite-là, puis que le parent, avec vous, décide de prendre une boisson alcoolisée, par exemple, est-ce qu'on serait dans une situation où on reste dans notre cadre professionnel? Donc, il faut se poser ces questions-là afin de savoir si on est dans une limite. C'est sûr que tout au long de notre vie, on entre en relation avec des gens nouveaux. On peut se faire des nouveaux amis, on peut entrer en relation personnelle avec des gens. Puis il se peut que nos relations personnelles deviennent des relations professionnelles ou l'inverse. Exemple, notre meilleur ami s'en va travailler au service de garde ou on devient ami avec notre collègue par la suite. Ça peut être votre frère qui décide d'aller siéger au conseil d'administration ou bien une employée qui est un membre de votre ami, qui devient votre employé pendant que vous êtes sa superviseur. Ces relations-là, mais ça peut mener à des conflits d'intérêts. Les mesures d'éthique ne sont pas établies. Donc, c'est souvent qu'il peut y avoir des politiques internes à savoir sur l'éthique en place, puis comment les relations peuvent être gérées. Donc, c'est à vous d'aller consulter ces limites-là. Par conflit d'intérêt, on veut dire une situation où vous auriez des profits personnels, mais aussi professionnels avec les enfants. Ça veut dire que ça vient faire concurrence. Je pourrais prendre un exemple concret là, des employés qui vendent du Avon ou tout autre produit de beauté, puis qui ont comme clientèle les parents, les familles qui fréquentent nos services de garde. Ça peut devenir un conflit d'intérêt. Si le parent décide, par exemple, de ne pas payer l'employé ou mais pour avoir un peu de conflit, puis on ne voudrait pas que l'employé en question porte préjudice à l'enfant parce qu'il y a des conflits avec le parent. Ou dans un autre ordre d'idée, avoir une perception que le parent qui achète des produits peut
faire preuve de favoritisme de la part de l'employé. Donc, ça peut mener à un conflit d'intérêt comme ça quand vous vendez des produits à des parents, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. La relation duel, ça peut être autant avec les familles, avec les enfants, mais aussi avec vos collègues. Donc, c'est sûr que moi, je vous dirais de vous poser la question, est-ce que mes actions sont en lien direct avec la vision, avec la mission du service de garde? Ça, c'est quelque chose qui peut vous guider un petit peu à savoir si vous avez un conflit d'intérêt, une relation duel ou peu importe. Est-ce que les bienfaits sont personnels à vous ou sont professionnellement pour le service de garde au complet, le centre, le service à l'enfance, peu importe où vous travaillez? J'ai la page. Dans le fond, comme je le disais, ça peut être avec les familles, les enfants, vos collègues, mais il existe 3 grands types de relations duel. Il y a les relations duel familiales, qui sont les relations duel avec un membre de votre famille, soit votre enfant qui fréquente le service de garde, votre soeur, votre petit-fils qui est au service de garde. C'est une relation qu'on croise le plus souvent quand on parle de relation duel, que la première idée qui nous vient en tête, c'est un membre de la famille ou quelqu'un qui viendrait dans le service de garde qui aurait un lien familial. Sinon, d'affaires, une relation duel d'affaires, ça implique un échange de services. Ça peut être vous qui êtes appelé à aller faire des heures je veux dire, vous occuper des enfants de votre groupe, mais en dehors des heures de travail. Donc, vous êtes engagé par la famille pour vous occuper de l'enfant en dehors de votre travail. Ça peut devenir une relation duel d'affaires. Ou autrement, s'il y a un échange d'argent ou de services, c'est ce qu'on appelle une relation duel d'affaires. Donc, dans le cas où, par exemple, moi, qui suis directrice de service de garde, j'engagerais mon conjoint qui est entrepreneur à venir faire des travaux. On appelle ça une relation duel d'affaires parce que c'est un échange de services, mais il y a une relation autre avec cette personne-là qui n'est pas juste professionnelle, c'est une relation personnelle aussi. Et les relations duel personnelles, ben là, c'est à l'interne, ça peut être une amitié, ça peut être une relation amoureuse que vous entretenez avec soit un parent qui fréquente ou un autre membre du personnel. C'est ce qu'on appelle les relations duel personnelles. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs types de relations duel, c'est pas juste votre famille directement, ça peut être plusieurs aspects. Un voisin qui fréquente votre service, ça devient une relation duel personnelle. Les relations duel, dans les petites communautés, moi je viens de Hawkesbury, il y en a beaucoup. Je veux dire, c'est difficile d'aller dans les services et de ne pas connaître personne parce que tout le monde est soit le voisin de quelqu'un, la coiffeuse de quelqu'un. On a beaucoup de liens dans une petite communauté. Ça peut autant arriver dans les grandes communautés ou le service de garde, si les gens avoisinants qui le fréquentent. Mais nous, c'est une réalité qui est très, très, très omniprésente. On peut pas dire qu'on n'aura pas de relation duel. Le défi, c'est de reconnaître les limites de cette relation-là, puis de les établir pour ne pas, pour conserver notre cadre professionnel et éthique, malgré ces relations. Donc, on peut travailler avec notre meilleure amie, avoir l'enfant de notre voisin dans notre service de garde, l'enfant de notre coiffeuse, tant que cela reste dans les limites de la relation duel. Puis pour ce faire, on va établir ce soir quelques petites astuces pour se questionner puis se demander comment je peux préserver en fait, mon statut professionnel en tout temps, puis bien distinguer la relation que j'ai avec cette personne-là. Donc, c'est important de vous demander dans votre travail, est-ce que je suis impartiale, est-ce que je suis juste avec tous les enfants qui fréquentent le service de garde, malgré le statut que je peux avoir avec une famille en particulier. Est-ce que je suis transparente en tout temps? Est-ce que ça cause problème pour moi de le dire que cette famille-là, j'ai un lien en dehors du service du travail parce que j'ai peur qu'on juge? Peut-être qu'il faut se questionner sur nos actions au quotidien. Puis, est-ce que mes actions sont alignées avec mes valeurs? Donc, si j'ai noté les valeurs qui sont le respect, l'intégrité, la préservation de la confiance, puis conserver un cadre professionnel et éthique, qui sont des valeurs de l'ordre également. Donc, dans vos actions quotidiennes, dans vos relations, questionnez-vous si vous répondez à ces normes-là de respect, de l'intégrité, de préservation de la confiance. Parce que c'est sûr que la confidentialité, on va dire que ça fait partie de votre éthique professionnelle. Puis quand on vit dans une petite communauté, ça peut être facile parfois de
transgresser cette règle-là, surtout quand on connaît toutes les familles et qu'on a des liens autres. Faut faire attention de ne pas aller dans le non-respect de cette confidentialité-là, en potinant, par exemple, ou en ayant des propos sur les familles parce qu'on les connaît, puis dire à sa collègue, lui, est-ce que vous savez, il vient de se séparer, des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut se demander, est-ce que ce propos-là est utile au service de garde? Est-ce qu'il va apporter quelque chose au développement de l'enfant? Sinon, il faut mieux s'abstenir et ne pas tenir de propos-là. Parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est perdre la confiance des familles par les propos qu'on a tenus sur leurs enfants, s'ils venaient qu'à savoir. Donc, faire attention au respect de la confidentialité malgré nos relations. Depuis tantôt, on dit relation duel. C'est sûr que votre rôle en tant qu'éducatrice de la petite enfance, on vous demande d'établir des liens, des relations sensibles et attentives avec les familles, les enfants, vos collègues. On veut que vous questionniez les parents sur leurs intérêts, leur culture, leurs besoins. Mais on vous demande aussi, avec cette norme-là, de ne pas transgresser puis de ne pas défaire la limite professionnelle entre les deux. C'est sûr que c'est important, puis qu'on vous demande d'établir des liens, puis on ne veut pas que ça se fasse peur au détriment de nuire à votre relation. Il faut juste s'établir de ne pas dépasser la limite. Puis dans le fond, de prendre vos questionnements pour amener des ressources supplémentaires aux familles, puis vous en servir pour les programmes. Parce que c'est sûr que l'engagement familial, c'est quelque chose qu'on préconise beaucoup dans le milieu, mais on est capable d'avoir des bonnes relations sans dépasser la relation duel. Si on voulait faire un petit accro, c'est pas, on vous demande pas d'avoir pas de relation avec les familles, on vous demande juste de user votre jugement lorsque vient le temps de savoir si c'est une relation sensible et attentive ou si on est tombé dans la relation duel. Donc, c'est ça. On utilise notre jugement professionnel pour établir les limites. Le jugement professionnel se fonde sur, en fond, les normes de déontologie et professionnelle. Ça, c'est un bon indice pour savoir, pour utiliser votre jugement en reprenant vos normes, vos connaissances, votre expérience professionnelle, puis la pratique réflexive. Donc, de se questionner nous-mêmes sur qu'est-ce que je suis en train de faire présentement, est-ce que je détiens un rôle professionnel. La limite s'établit lorsqu'on dépasse notre rôle professionnel. Souvent, notre conscience va nous dire « je pense que je suis allée trop loin ». On a un petit doigt interne, c'est de pousser plus loin la question, à se demander si comment je peux faire pour définir que j'ai franchi cette limite-là. Je vais vous donner un exemple de limite professionnelle. Vous avez une famille que vous connaissez bien, vous avez des bonnes relations avec elle, puis un matin, le parent vous dit qu'il a perdu son emploi, qu'il a des grosses difficultés financières. Votre rôle en tant qu'éducatrice, vous pouvez aider cette famille-là en leur suggérant des ressources, en disant « connaissez-vous la banque alimentaire ou les services de votre communauté que vous connaissez qui pourraient appuyer la famille dans ce manque de ressources maintenant. » Tandis que si on parle de défaire notre rôle professionnel et de transgresser la limite professionnelle, ça serait d'exemple prêter de l'argent à cette famille-là en disant que je vais t'aider pour son épicerie cette semaine. Parce que dans le fond, ceci pourrait causer un conflit d'intérêts si la famille, par exemple, ne vous rembourse pas ou si d'autres familles voient ça comme un avantage qu'eux n'ont pas. Donc, c'est là qu'on vient en conflit d'intérêts. Puis aussi, on ne voudrait pas que si la famille ne vous rembourse pas, vous courriez préjudice à l'enfant qui est là, dans le fond, ayant une rancœur envers la famille. Là. Donc, c'est important de ne pas transgresser la limite professionnelle parce que ça pourrait vous amener à commettre une faute et ne pas être objectif par la suite. Donc, c'est ça. Établir des relations positives, c'est fondamental dans votre rôle, mais c'est de savoir où est la limite. Puis pour ça, on prend sur les EPI de connaître un bon jugement et d'utiliser leur expérience professionnelle, la pratique réflexive, afin de savoir s'ils sont encore dans les limites acceptables. Les conséquences. Si les relations duel on en parle comme ça, c'est qu'il y a des conséquences à ça. Je l'ai dit, il peut y avoir préjudice envers les enfants. Mais comment vous pensez que cette relation-là peut affaiblir votre jugement? Comment peut entraîner un risque de préjudice envers les enfants? Puis, est-ce qu'il y a des risques professionnels
de faute professionnelle à avoir des relations duel. Donc, le jugement est important pour établir les limites d'une relation. Puis, de vous demander, est-ce que vous êtes capable de prendre un recul, puis de savoir d'évaluer vos relations. Est-ce que vos sentiments nuisent à votre capacité de prendre des décisions qui sont professionnelles? Est-ce qu'il peut y avoir confusion pour les parents, vos collègues, ou même les enfants, quant à vos intentions envers les familles ou peu importe à qui vous entretenez des relations? Je vais vous donner un exemple. Nous, dans notre centre, on a une grand-maman qui est éducatrice de la petite enfance inscrite. Puis, ces petits enfants fréquentent son groupe de petits enfants. Puis, lorsqu'elle est venue à l'institution, c'est sûr que nous, on a parlé avec cette éducatrice-là, savoir si elle était capable d'être impartiale avec les enfants puis de traiter tous équitablement. Puis, elle m'a dit que oui, qu'il n'y avait pas de problématique. Donc, on l'a laissé entrer les enfants. Tout allait bien. C'est sûr qu'on a eu au début à reprendre un peu parce qu'on voyait que les enfants, les réponses aux pleurs étaient un petit peu plus rapides par les petits enfants que les autres bambins. Elle remarquait pas, mais dans sa tête, elle était super impartiale, super juste avec tous les enfants, mais nous, de l'œil externe, on le remarquait parce que nos sentiments sont pas là, on est capable de voir. Par la suite, l'employé s'est mis un petit peu plus critiquer le programme. La qualité des collations ne lui convenait pas, peu importe. C'est bon pour tous les enfants. Je veux dire, si on nous dit qu'on doit améliorer le service, on ne voit pas de faute. C'est super bien de pouvoir améliorer. Tous les enfants vont y bénéficier. Mais il y a un temps où le bambin, qui est son petit enfant, n'est plus à l'âge des bambins, doit monter le groupe, et on s'oppose. L'éducatrice veut qu'il reste dans son groupe, puis considère qu'il est mieux là. Mais l'enfant, en son 30 mois, doit monter au préscolaire, puis si on a d'autres enfants sur la liste d'attente qui attendent une place au bambin. Donc, il y a un petit conflit entre l'administration puis cette éducatrice-là qui désire que son petit enfant reste dans son groupe. Donc, à ce moment-là, sans qu'il y ait une mauvaise intention, ou sans que l'éducatrice en soit vraiment consciente, parce qu'elle n'est pas assez questionnée sur son rôle de est-ce que je traite tout le monde équitablement. Parce que nous, on lui a demandé si ce serait un autre enfant qui est prêt à monter, comment tu as réagi, mais c'est sûr que l'affectif a embarqué. Donc, même si on pense des fois que notre relation duel ne causera pas préjudice aux autres enfants, on ne deviendra pas mieux, notre rôle professionnel, ça le fait quand même parce qu'on est humain, on a des émotions. Donc, c'est de toujours prendre un recul puis de se situer dans cette relation-là. Est-ce que j'agis comme avec n'importe quel autre enfant, n'importe quelle autre famille, n'importe quel autre collègue, quand on est en train d'évaluer nos relations? C'est ça. Donc, votre rôle à vous, c'est de vous assurer que ça ne posera pas de préjudice à aucune famille, aucun collègue, aucune famille, même si c'est involontaire. L'ordre n'empêche pas les relations duel, il les interdit pas. Mais si elle est mal gérée, c'est sûr que ça peut vous causer un risque de faute professionnelle. Par exemple, si comment je pourrais dire? Si vous êtes très proche d'une famille, puis que vous voyez que cette famille-là abuse de négligence envers son enfant, ça se peut que vous soyez plus vous ayez un peu plus de questionnement tant qu'au moment de faire un signalement à la famille, parce que vous ne voulez pas nuire à la relation que vous avez établie avec cette famille-là. Même si on est convaincu qu'on traite les enfants équitablement, il peut s'arriver que nos sentiments embarquent. Puis, le fait de ne pas dévoiler, dans le fond, la négligence devient une faute professionnelle parce que votre devoir, c'est de signaler tout à fait. Donc, il faut faire attention où se situent nos limites parce qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, ça, c'est une question à vous. Il y en a peut-être qui pourrait m'inspirer un petit peu en ce moment. Selon vous, le maintien de relations duel présente-t-il d'autres risques que ceux qu'on a présentés ce soir? Là, pour vous, c'est quoi l'enjeu d'avoir des relations duel dans les services de garde? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en connaissez? Un exemple pour ma part, ça peut vous inspirer. Le maintien d'une relation duel, ça pourrait être qu'en tant que superviseur,
vous voulez pas agir à donner un avis disciplinaire à une collègue dans le but de ne pas briser une amitié si vous en auriez. Ça peut nuire à votre et vous causer une faute professionnelle si dans l'optique où vous n'allez pas opérer votre rôle convenablement, votre rôle professionnel. Pour vous, est-ce qu'il y aurait d'autres risques? Quels sont les enjeux? Pourquoi il est important de reconnaître une relation duel dans le cas? Pas de suggestion. Maintenant, je continue. Bon, les réseaux sociaux. C'est un sujet de plus en plus chaud. Ce soir, on va faire un bref survol de ce sujet-là, mais je vous invite à consulter une nouvelle note de pratique qui est sortie sur le site web de l'Ordre des éducatrices sur l'utilisation des médias sociaux, qui est disponible présentement. Donc, je vous invite, là, si vous en connaissez plus, à aller lire cette ressource-là qui est maintenant disponible. On va se dire, les réseaux sociaux et la technologie occupent une place de plus en plus présente là, dans nos vies, surtout pour la communication, et on est de plus en plus présent sur les réseaux. Sans nécessairement répondre, j'aimerais que vous pensiez, est-ce que certains d'entre vous... Ah, j'ai une question, c'est... Oui, c'est sûr que quand on a une relation duel au niveau, ça peut nuire à notre jugement quand on vient prendre le temps de prendre des décisions, là, peu importe les demandes des parents. Parfois, on va être plus enclin à le faire sur une relation, puis c'est ça nous empêche d'être impartial. Donc, j'aimerais ça savoir si parmi vous, il y a des éducatrices qui ont des parents dans leur liste de contacts Facebook. Vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Mais parfois, on pense que cela n'aura pas d'impact. Mais moi, j'ai vécu des situations où les parents, ça commence très banalement à écrire à l'éducatrice, à lui demander si c'est bel et bien demain la journée de pyjama, par exemple, là, ou peu importe. Puis ça déballe que les parents vont commencer parfois à faire des commentaires sur le service ou à embarquer dans des sujets de discussion qui vont au-delà du rôle de l'éducatrice, qui peuvent aller au niveau du traitement des plaintes pour une superviseur, qui pourraient aller autrement. Puis aussi, il y a le risque de briser la confidentialité dans ces relations, dans ces conversations privées-là, où le parent demande de l'information ou va entrer en conflit un peu dans l'éducatrice qui ne sait pas si elle doit répondre ou non, veut maintenir la bonne relation. Puis quand le parent nous demande d'être ami Facebook, souvent les éducatrices se sentent mal de dire non parce qu'ils côtoient ce parent-là tous les matins, tous les soirs. Mais ça se fait. Certaines suggèrent d'avoir un nom autre que le vôtre, puis d'avoir, si vous voulez vraiment avoir un Facebook, d'avoir un Facebook avec votre nom marqué EPI, puis qui est strictement professionnel, ou que vous allez utiliser dans les heures régulières, ou vous pouvez aussi le dire ouvertement aux parents. Là. Moi, par exemple, j'ai reçu un message de l'enseignante de mon fils qui disait « Je m'excuse, mais nous, on n'accepte pas les parents, je ne l'ai pas suscité, c'est notre politique interne. » Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui vous convient, parce que c'est sûr que, premièrement, vous pouvez être appelé à avoir des discussions qui vont vous amener à avoir une relation duel avec de la confidentialité, mais aussi les parents qui peuvent vous écrire jusqu'à 10 heures le soir, vous avez une vie personnelle, puis on vous invite à respecter vos horaires, puis votre vie, votre temps en famille. Quand on parle des médias sociaux, oui, il y a les relations duel, les conflits de confidentialité et tout ça, mais c'est aussi important de penser à votre rôle professionnel, à ce que vous publiez. Parfois, on ne pensera pas, mais on publie quelque chose qui aura un langage qui n'est peut-être pas adapté à notre rôle professionnel ou des activités. Questionnez-vous toujours sur est-ce que je dégage une image qui est professionnelle? Est-ce que les comportements que j'ai adoptés sont dignes de mon rôle d'éducatrice? C'est important parce qu'on ne veut pas que ça nuise à votre crédibilité. Même si le parent est pas votre ami, parfois il peut voir votre profil passé. Donc, faites sûr que vous conservez un statut professionnel.
Avec tout ça, ce qu'on vous dit, c'est la meilleure chose, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. Comment on fait ça? Moi, personnellement, je vais vous dire, gérant une trentaine d'employés, j'ai préféré ne pas avoir d'amitié sincère. Là. Je veux dire, oui, on est amical au travail, là, mais d'avoir de vraies relations d'amis avec les employés. Dans un temps, parce que même si je voudrais que le plus impartial possible, le plus juste, il y a toujours des gens qui vont penser peut-être qu'une décision a été portée due au fait de cette amitié-là. Je préférerais ne pas entrer là-dedans. Donc, pour moi, je ne dis pas de ne pas avoir de lien avec les autres employés, mais moi, c'est ma propre décision. Pour ma part, ce qui est déjà arrivé, c'est que dans mes premières années d'éducatrice, j'ai engagé une de mes amies comme éducatrice. Puis moi j'étais directrice, je l'ai engagée comme éducatrice. Puis j'ai eu à suspendre cette amie-là parce qu'elle avait eu des propos qui ne disaient pas à propos d'un enfant. Puis je l'ai suspendu quand même quelques journées là, parce que c'est une faute assez grave. Puis ça a ruiné l'amitié que j'ai eue avec cette personne-là. On n'a plus jamais été amis. Parce qu'on en a voulu. Mais moi, mon cadre professionnel a passé par-dessus cette amitié-là parce que, dans le fond, j'avais un rôle à remplir qui était de m'assurer que tous les enfants étaient avec un bon bien-être et tout ça. Donc, moi, c'est mon propre choix. Je ne sais pas si vous avez des trucs à nous partager sur comment éviter les conflits d'intérêts. C'est le temps de les partager, là, si vous avez, vous, une expérience à partager. Continuer, s'il y en a qui vont les marquer. Donc, le meilleur truc, c'est de se questionner, puis de mettre la réflexion au cœur de nos actions. Je crois que c'est le meilleur moyen d'éviter les conflits d'intérêts. Si on utilise la pratique réflexive, puis qu'on prend un moment de recul, on va pouvoir savoir si, dans le fond, est-ce que mon comportement est approprié? Est-ce que j'aurais agi de la même façon avec tout autre individu? Est-ce que ma conduite est éthique puis un lien avec le code de déontologie? C'est la meilleure façon pour moi que je vous conseille d'éviter ces relations duel-là. Dans le fond, la limite professionnelle à ne pas franchir. Est-ce que ma relation est encore dans les limites professionnelles? C'est important de vous questionner encore et encore, même si la relation est établie depuis 5 ans, il peut arriver un événement dans la vie où cette relation-là va amener un conflit d'intérêt, va transgresser la limite professionnelle. C'est pas parce qu'elle ne transgressait pas au début qu'elle ne va pas le transgresser. Si exemple, vous travaillez avec votre meilleur ami, tout va bien, mais un jour vous avez un conflit à l'externe, ça se peut que ça nuise à votre travail. Ça va être vraiment de toujours prendre le temps, on le dit, la pratique réflexive, c'est quelque chose de continu. Donc, toujours réévaluer vos pratiques. Établir maintenir des limites professionnelles claires avec les enfants et les familles. Évaluer et reconnaître, dans le fond, communiquer aux autres la nature de vos relations duelles. C'est sûr que si vous le partagez avec vos collègues, moi, ça veut dire aussi, avec un œil extérieur, de vous dire si, oui ou non, vous avez des risques qui sont associés à cette relation-là avec l'œil externe, puis d'être à l'aise de les recevoir, ces messages-là. Puis, c'est ça. Y réfléchir, c'est encore approprié. Si elle doit changer, si vous devez y mettre fin parce qu'elle présente un risque de faute professionnelle. Donc, toujours être à l'affût, puis utiliser la pratique réflexive. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour gérer les relations duelles.